C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré au cinéma? Et quand je dis cinéma, je ne parle pas de l'art mais du lieu. Perso, ça m'est jamais arrivé parce que de 1, je vais jamais au cinéma, et de 2, ça fait pas longtemps que j'ai la maturité de comprendre des films un minimum profond. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas au cinéma, la plupart du temps, c'est pas pour voir un petit film indé, c'est pour voir un gros blockbuster. Pas vrai? Évidemment, je fais une énorme généralité, mais je connais mon audience et je sais qu'elle me ressemble. Même si je kiffe de moins en moins les blockbusters, je ne vais jamais au cinéma pour voir des films profonds. Parce que je trouve ça chiant, l'intérêt du cinéma c'est le grand écran et les bigs enceintes. Donc tu ne te payes pas une place pour voir un film sans une direction artistique de fou et des sound effects très bien faits. Et qu'est-ce qui a une direction artistique de fou et des sound effects très bien faits la plupart du temps? Les blockbusters. Et c'est là que revient la question, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré au cinéma? Je vais reformuler, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré devant un blockbuster? Le seul blockbuster plutôt récent que j'ai vraiment apprécié, c'est Dune, ou Le Comte de Monte Cristo, même si je sais pas vraiment si c'est un blockbuster ou pas. Mais ces deux films-là sont pas vraiment tristes, y a pas de scène particulièrement déchirante. Donc c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré au cinéma devant un blockbuster? Et bah pour le savoir, on va retranscrire tous les blockbusters qui sont sortis depuis cette année dans l'ordre décroissant. Et on va faire ça jusqu'à en trouver un que je considère comme triste, si je l'ai vu évidemment. Alors Captain America je l'ai pas vu, je sais qu'il est nul, Mufasa non, Sonic non, Dogman non, Moana non plus. Alors là ChatGPT nous a fait un truc plutôt pas mal, il nous a mis les deux mêmes films sauf qu'il y en a un qui est traduit en français et un dans la version originale. Il est fort hein, quand même. Attends, faut que je vérifie un truc. C'est quoi Moana? Quoi? Ok, ChatGPT est complètement débile, j'ai pas confiance en lui. J'ai demandé sur Discord hein. Voilà, j'ai posé la fameuse question, maintenant j'attends les réponses. D'ailleurs j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, lien dans la description comme toujours. Alors il y a quelques personnes qui ont répondu à ma question, et le film qui est le plus revenu c'est Interstellar. Bon d'accord, il est revenu 2 fois, mais... Et là je vais pouvoir vous parler d'un truc important, au bout de 2 minutes d'intro. Ouais c'est long. Ok, quand est-ce qu'est sorti Interstellar? 2015. 2015 c'était il y a 10 ans, ça fait un bail. Et il y a un autre truc que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les 3/4 des films cités sur Discord ne dépassent pas les années 2020. Là, on va pouvoir aborder le sujet de la vidéo. Si les blockbusters qui ont été cités sur Discord ne dépassent pas les années 2020, c'est peut-être parce que les blockbusters avant c'était mieux. Et si les blockbusters d'avant étaient mieux, c'est peut-être pour une raison bien précise. Peut-être que le but premier du réalisateur du blockbuster maintenant, c'est faire du fric. Et c'était pas comme ça avant, parce qu'avant les blockbusters étaient inconnus au bataillon. À votre avis, pourquoi il y a des sagas? En tout cas, il y a un truc qui a disparu au fil du temps, mais c'est quoi ce truc? C'est le désir d'exprimer quelque chose. Et cette chose, c'est l'émotion. Petite info avant qu'on commence la vidéo, il y a des exceptions dans ces blockbusters là. Évidemment depuis 2020 il y a plein de bangers qui sont sortis. C'était surtout pour justifier le sujet de ma vidéo hein, que j'ai proposé cette intro bidon. Je vais aussi parler des jeux vidéo parce que pour moi c'est un genre qui est égal à celui du cinéma. Comprendre comment les studios de films et les éditeurs de jeux vidéo parviennent à faire ressentir une émotion à travers l'écran, d'abord il faut comprendre ce que c'est une émotion. Selon Google, c'est la capacité d'interpréter quelque chose et de le lier au bonheur, à la tristesse, à la colère, etc. C'est extrêmement compliqué à expliquer une émotion parce que c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se ressent. Vous avez forcément déjà ressenti ça, par exemple de la tristesse à la perte d'un proche. Mais les émotions normalement c'est des choses qui s'incrustent dans notre vie, on les ressent parce que ça nous concerne personnellement. Mais alors comment ça se fait que vous versiez une larme au moment où le personnage préféré de votre série préférée meurt? Il n'existe pas et même si cette série est un biopic, vous ne connaissez pas ce gars. Et là je sens que vous allez me dire que c'est parce que ce personnage est attachant peut-être. Non, parce que lorsqu'il fait son discours dépressif et émouvant avec une musique ultra triste en fond, il s'adresse pas à nous, il s'adresse à d'autres personnages qui sont encore moins réels que lui. Il est attachant envers les autres, pas envers nous. Il parvient à nous faire éprouver des sentiments pour lui alors qu'il est totalement fictif. Comment c'est possible? Et bah là il y a plein de méthodes utilisées par les créateurs de l'œuvre. D'abord il y a l'identification qui nous fait justement nous identifier au personnage principal. On a presque l'impression que c'est nous, alors que c'est pas le cas. Et pour provoquer ça, il donne au personnage un aspect plutôt normal, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans des difficultés, des fois il comprend rien à ce qui se passe, des fois il est heureux, des fois il est triste, on montre justement ses émotions pour que nous-mêmes on puisse les ressentir. Et il y a également des jeux qui nous permettent de créer notre propre personnage, contrairement aux autres jeux ou aux films qui ont des personnages principaux écrits par l'équipe, bien mieux écrits, mais on s'identifie moins à ceux-là. Alors que les personnages qu'on peut créer dans les RPG, eh ben l'identification est maximale, parce que les personnages sont nous.
Ils sont nous. On peut pas plus s'identifier à quelqu'un que nous. Malheureusement, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, ils sont pas très bien écrits la plupart du temps, ces personnages-là. Donc ils ressentent rarement des émotions. Nous non plus. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple, c'est juste le fait de confronter le personnage principal à des difficultés sans précédent, lui faire vivre un enfer. Ce que ça fait, c'est que les personnes qui regardent ton film ou jouent à ton jeu, eh ben ils vont avoir de la compassion pour le personnage. Et encore plus s'ils savent très bien qu'il va pas s'en sortir. Par exemple, s'il a une maladie incurable. On peut aussi proposer une évolution du personnage principal. Le cas typique, Arthur Morgan, le gros méchant qui tabasse des gens pour avoir de l'argent. À la fin du jeu, il va se rendre compte de tout le mal qu'il fait et essayer de se repentir. Mais bon, malheureusement, c'est un jeu vidéo, donc il y a une grosse dissonance ludonarrative, ce qui fait, on appelle ça une rédemption, et il massacre toujours 100 personnes par mission, mais bon, ça c'est un détail. Il y a aussi l'inverse, te faire détester un personnage. Là, on peut le faire évoluer en mal, ou tout simplement être un méchant du début à la fin, mais on peut aussi proposer des trucs un petit peu plus originaux, comme dans Black Mirror, l'épisode 3 de la saison 3, Shut Up and Dance. Au début, on pense que le personnage principal veut se masturber devant un film porno. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas non plus très grave. Malheureusement, il a contracté un malware qui a filmé sa webcam, donc des hackers ont la vidéo, ça peut être très dangereux. Ils vont le forcer à faire plein de trucs illégaux, dont le braquage d'une banque et un meurtre, sous peine qu'ils envoient la vidéo à tous ses contacts, ça peut être très très grave et lui gâcher toute sa vie. Et donc après qu'il ait suivi les ordres des hackers, trollface. Il a fait tout ça pour rien et il est foutu. Mais j'ai omis un détail, au moment où il est sur le point de commettre le fameux meurtre, la personne qui l'affronte parce qu'elle aussi a été menacée par les hackers, elle dit ça. How young were they? In the pictures. How young? Yeah. Well, me too. Bon, vous savez probablement comme moi que quand un personnage pose une question et que l'autre ne répond pas, et ben généralement la réponse c'est oui. Bon, la question que posait le personnage là, c'était pas une question ouverte, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Alors vous allez me dire, on peut pas se baser sur des règles comme ça pour savoir l'intrigue de l'épisode, mais il y a littéralement un appel de sa mère qui confirme ce qu'on pensait jusqu'ici. Et c'est ça qui va nous faire détester le personnage principal. Tu peux pas apprécier un pédophile, c'est pas possible. Enfin bref, tout ça pour dire que les producteurs de Black Mirror ont fourni un excellent travail pour nous faire détester un personnage comme ça. Et le plot twist est juste génial. Allez voir cet épisode, il est super. Bref, toutes les méthodes que je vous ai données, elles permettent de rendre un personnage détestable ou attachant. Mais les films muets ou les jeux indés qui n'ont pas de dialogue, comment ils font? Parce que leur personnage ne parle pas. Donc on peut pas s'attacher à eux. Comment ça se fait qu'il y en ait certains qui nous fassent verser une larme, par exemple? L'ambiance. Alors là, la vidéo va prendre un style un peu différent. Je vais vous montrer comment chaque émotion est représentée par l'ambiance. Et on va directement commencer par l'une des émotions les plus faciles à représenter, la peur. Mais déjà, pourquoi c'est l'une des plus faciles à faire ressentir? Et bien parce que la personne visée, ce n'est pas le personnage principal de l'œuvre, mais vous. L'ambiance a été construite pour que vous flippiez. Donc il n'y a pas besoin de faire un développement du personnage principal parce que là, c'est vous la victime. La peur, le personnage principal, il peut la ressentir, mais il n'y a pas besoin de la transférer avec les techniques que j'ai citées tout à l'heure. Parce que normalement, la peur, vous n'êtes pas censé la ressentir pour le personnage principal, mais pour vous. Bon, j'espère que j'ai été clair, mais si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Ça va venir avec ce que je vais énoncer. Alors, pour faire ressentir la peur, comment on fait? Eh ben, on va prendre cette pièce. Déjà là, il y a certaines personnes qui peuvent être un petit peu oppressées en la regardant et c'est normal. Et ça, c'est à cause des lumières jaunâtres et de l'espace étroit. Mais ce n'est pas assez flippant. On va un petit peu modifier tout ça. D'abord, on va réduire la luminosité. Et après ça, on va faire toutes les retouches nécessaires du genre contraste, saturation, etc. pour rendre l'image encore plus flippante. Et après ça, on obtient une image cursed. Ça a fait pas mal de bruit sur internet il y a quelques années, notamment avec le phénomène des liminal spaces et des backrooms. Mais bon, je vais pas en parler. Bon, là on s'est un petit peu éloigné du sujet des films et des jeux vidéo, mais si on revient à notre image, l'image ne fait pas peur parce que c'est normal, c'est juste un lit dans une pièce. Pour rendre ça effrayant, il faut construire une histoire. Mais je ne vais pas parler de ça parce qu'on a déjà l'ambiance, et l'ambiance c'est le sujet du chapitre que je suis en train de traiter. Et en plus, vous savez autant que moi que l'histoire des films ou des jeux d'horreur, elle est jamais vraiment très complexe ou poussée. Maintenant, on va passer à l'une des émotions les plus difficiles à représenter avec l'ambiance, la joie. Alors
Alors la joie est bien plus difficile à retranscrire parce que là il faut faire le fameux développement de personnage. Et en plus de ça il faut le montrer heureux, ou en tout cas satisfait de ce qu'il a accompli. Ça fonctionne mieux si c'est exceptionnel. Un personnage qui vit un calvaire il sera plus attachant. Donc quand il vivra une scène joyeuse, il sera logiquement encore plus attachant. Et la scène fonctionnera, donc il y a des chances que nous, on devienne joyeux à notre tour. J'ai un très bon exemple, c'est encore une fois Red Dead Redemption 2. Il y a 2 missions parmi toutes les autres où on voit le personnage principal faire la fête avec ses amis. La plupart du temps, il passe son temps à flinguer tout le monde, mais ces 2 missions-là, elles sont étonnamment chill. Le ton est léger et on se marre, mais ça c'est parce que les personnages principaux, ils se marrent aussi. Et ils sont tellement bien écrits qu'il y a donc un transfert d'émotions. Mais qu'en est-il de l'ambiance? Parce que comme je l'ai dit, il y a des films muets ou des jeux indés sans dialogue. Et pourtant, on peut être joyeux en y jouant ou en les regardant. Il n'y a pas besoin d'histoire pour faire ressentir une émotion. Par exemple, regarder les mêmes goofies sans aucun sens qui nous font tous marrer. Et il n'y a aucun contexte et c'est peut-être même ça qui est drôle en soi. Mais là on veut pas rigoler, on veut juste sourire. Comment on fait? C'est une question d'atmosphère et ce qui gère énormément l'atmosphère c'est évidemment la musique. Alors j'en ai pas parlé de toute la vidéo mais c'est quasiment le truc le plus important pour dicter une émotion. La preuve, un petit groupe pas du tout connu qui s'appelle Radiohead. C'est mon groupe de musique préféré pour une bonne raison. Après avoir écouté un de leurs sons, tu sais quelle émotion correspond. Bon, malheureusement, je vais pas vous montrer d'exemple parce que j'ai pas envie de casser la magie d'Andrew Fralo pour Outer Wilds. Mais de toute façon, j'ai déjà mis un de leurs sons tout à l'heure en parlant du fonctionnement des émotions et je risque d'en mettre un après. Parce que leur travail est juste incroyable. Arrêtez tout de suite la vidéo et allez écouter How to Disappear Completely. Probablement... Cette musique, elle est juste indescriptible. Allez l'écouter. Tout de suite. Enfin bref, fin de la parenthèse, la musique est très importante dans l'ambiance d'une scène. Elle peut vraiment aider à retranscrire complètement une émotion. Mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple, peut-être comme je vous l'ai un petit peu montré tout à l'heure avec cette fameuse pièce, la couleur de la scène affichée, ça peut être très important. Et ça se rejoint aussi avec la météo. Bon ça je sais même pas si j'ai besoin de le dire, mais quand il fait beau, c'est forcément plus joyeux que quand il fait gris. Il y a encore plein d'autres éléments, mais je vais pas les citer parce que ça va être un gros listing sinon, et c'est pas cool. De toute façon, je dirais que la joie, c'est peut-être l'émotion la plus difficile à représenter au cinéma et dans les jeux vidéo. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce que le plus dur pour les acteurs, c'est pas forcément de gueuler sur tout le monde. Non, esquisser un sourire qui a l'air sincère, ça c'est vraiment dur. Et même si au début je voulais pas parler de l'acting parce que ça se rejoint pas vraiment dans les jeux vidéo, je m'y sens obligé maintenant. On va passer à une émotion qui peut sembler difficile à représenter mais elle l'est pas tellement, la tristesse. Pour cette émotion là, au lieu de citer les manières de la faire ressentir, je vais raconter une histoire. Je sais que ça risque de saouler certaines personnes qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, mais... je vais encore parler de Cyberpunk. Je suis désolé, il m'a trop marqué ce jeu. Cette fois, je vais raconter toute l'histoire en détail pour que tout le monde puisse comprendre. Mais pour ceux qui sont en train de jouer à ce jeu, barrez-vous, il y aura des énormes spoilers. Donc, le personnage principal, il s'appelle Vincent. Il habite à Night City, une ville complètement dystopique où le crime règne en maître. Mais là, on est en 2077 et le truc le plus important pour les habitants de Night City, c'est pas être le plus riche, mais devenir une légende. Et comme tous les gens de son âge, c'est le rêve de Vincent. Il va faire des petits boulots très mal payés avec son pote Jackie, jusqu'à ce que quelqu'un les contacte pour leur proposer un boulot d'un autre level. Il va falloir voler une puce appartenant au PDG d'Arasaka, une corporation ultra riche qui dirige le monde. Ils vont réussir à la voler cette fameuse puce, mais ça va très mal tourner. That's what I'm talking about! Alright! In and out, bitches! We're rich! Oh, we are going to the major leagues, Jackie! Jack? Oh shit! No. Okay, get to a clinic now. Mr. Wells' condition is critical. Go! Immediate medical It's gonna help be is okay. required. Just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have, huh? I'm sorry. La puce est dans un état critique et risque d'être endommagée. Le seul moyen de la protéger, c'est de l'enfoncer dans son port neuronal. Oui, parce qu'en 2077, les gens ont des ports USB dans le crâne. Mais en soi, Vincent a toujours la biopuce, donc le boulot est fait, non? You blown up everywhere. And the relic. No such luck. That's one piece of good news. Good news? You're the one who got us into this mess. Alright, settle down. Gotta be tactical about this. New place, new identity. But first, your face. Got blood all over it. Bathroom's there. Go get yourself cleaned up.
Ouais, Vincent meurt, comme ça. Enfin, il restera pas mort longtemps. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Lui, c'est Johnny Silverhand, un mec complètement taré qui est mort en 2023. Mais alors, s'il est mort, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il est toujours mort, mais c'est compliqué. En 2023, Johnny Silverhand a mené un attentat contre la tour Arasaka. Durant l'attaque, il s'est fait capturer pour se faire exécuter quelques heures plus tard. Mais pas par une balle dans la tête ou par un tranchage de gorge typique. Non, par le tueur d'âme. Le tueur d'âme consiste à te griller le cerveau pour transférer toutes ces données dans des lignes de code. Un peu comme un CTRL-C, CTRL-V. En gros, on prend ta personnalité et tes souvenirs et on les imprime sur une puce classique. Puce qu'on appelle construct. Mais ce que voit Vincent, c'est un Johnny Silverhand qui réagit à son environnement et qui s'adapte. Alors qu'un construct ne peut que montrer des séquences déjà enregistrées. Le truc, c'est que Vincent s'est introduit la puce dans son port neuronal, avant de se prendre une balle dans la tête. La balle a fourni suffisamment d'énergie pour faire évoluer le construct et pour, au passage, ressusciter Vincent. Donc Vincent est schizophrène. Mais c'est pas tout. Le construct de Johnny ayant évolué attaque inconsciemment son cerveau. Vincent doit donc trouver un remède à son problème. Sinon, il va mourir, remplacé par Johnny. Pendant tout le jeu, Vincent va essayer de trouver un remède à son problème. Et à la fin, au moment où on pense qu'il va être sauvé, on découvre que c'est trop tard. Vincent a trop pris son temps. Les cellules du construct de Johnny s'installent peu à peu dans le cerveau de V. Il lui reste plus que 6 mois à vivre avant d'être complètement effacé de son corps et d'être remplacé par Johnny. C'est là que V va avoir un choix. Soit il garde son corps pendant les 6 mois et il profite du temps qui lui reste à vivre. Soit... Ouais, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Au début du jeu, tout ce qu'on veut c'est retirer Johnny de notre tête. Peu importe ce qu'il en pense. Mais pendant toute notre aventure, on va s'y attacher à Johnny. Et Johnny aussi va s'attacher à nous. Lui, Johnny, au début, il voulait prendre notre place, récupérer son corps. Mais vu qu'il s'attache à nous, eh ben les intérêts changent pour les deux. Même pas que leurs intérêts, leur façon de penser, leur façon d'agir. Au début, Johnny, c'était un connard prétentieux qui délaissait tous ses amis. Il y a une conversation qui confirme qu'il a changé. Et ça, c'est grâce à Vincent. Listen, I realize I fucked up a lot of things. Either let down or used every last person who gave me their trust. Blind, selfish bastard that I was. But I've managed one thing for now. Not to fuck this up. What we have. Most people I thought were my friends. They couldn't even stand to be in the same room with me. You're fucking closest to me by a long shot. There, 24/7. And yet, you don't seem to hate my living guts. Le deuxième choix de V, c'est de laisser son corps à Johnny. Les fins de ce jeu dépendent quel choix on fait. Et la plus déchirante, c'est pas celle où V se suicide ou devient lui-même un construct. Non, quand on donne le corps à Johnny, au début il refuse. Et après il commence à l'accepter. On va alors se réveiller dans la peau de Johnny quelques mois plus tard, et on voit que même si Johnny profite bien de son nouveau corps, il est sorti complètement détruit de cette aventure avec Vincent. Johnny a perdu le seul vrai ami qu'il avait, et là il s'apprête à quitter la ville pour prendre un nouveau départ. Et devinez ce qu'il va faire avant de prendre son bus? Il dépose le collier de Vincent dans cette sorte de cimetière. Thanks for... Well, for everything. Et Johnny rentre dans le bus, quitte la ville. Stop the bus! Hey! Get off! Wait! The guitar! You forgot your guitar! No, I didn't. Haven't forgotten a thing. Never will.
promise me one thing, asshole. You won't forget me. La musique que vous entendez là maintenant, c'est le thème principal de Johnny, qui est connu pour être cru et très violent, mais là il a un aspect agréable qui donne de l'espoir. Johnny Silverhand a changé grâce à Vincent, et cette musique le prouve. Je vais même pas expliquer les procédés utilisés pour nous faire ressentir de la tristesse à ce moment-là, parce que normalement vous l'avez ressenti. Si c'est pas le cas, c'est moi qui ai mal fait mon travail. Mais j'ai un autre exemple. Il y a un autre jeu qui te prend par la main pour mieux te la briser après. Et ce jeu, c'est Outer Wilds. Ok, dans Outer Wilds, tu fais partie d'une tribu qui s'appelle les Atriens. Tu vis sur une planète qui s'appelle Atrebois, dans un petit système solaire. Globalement, tu apprends dès le début que tu fais partie d'un programme spatial et que tu vas aller dans l'espace. Sauf qu'il y a un truc qui est différent des autres membres du programme spatial, c'est que toi, t'as un traducteur Nomai. Parce que si tu vas dans l'espace, c'est pas pour n'importe quoi, hein. C'est pour découvrir les vestiges d'une ancienne civilisation nommée les Nomai, donc. Au fur et à mesure, tu vas chercher des informations sur les Nomai, tu vas te rendre compte qu'ils cherchaient quelque chose. L'œil de l'univers. C'est un truc qui est assez flou, mais globalement, tu comprends plutôt que c'est un astre et qui serait apparemment plus vieux que l'univers lui-même. Ce qui est techniquement pas possible, sauf que au bout de 22 minutes... Le soleil est excessivement rouge, non ? Le soleil explose, tout revient à zéro, et d'un coup... t'as ça qui apparaît. T'as ce sorte de masque qui te montre tes souvenirs, tu comprends pas trop pourquoi, mais bon. Tu laisses passer et tu reviens au même endroit que t'étais au tout début. Alors tu vas en faire des expéditions, tu vas faire et faire d'autres expéditions jusqu'à ce que tu comprennes quelque chose. C'est que le fait que le soleil explose, c'est que t'es coincé dans une boucle temporelle. Toutes les 22 minutes, le soleil explose. Et tu reviens au même endroit avec toujours ce même masque qui apparaît et qui te montre tes souvenirs, ce qui... au fur et à mesure, va vraiment poser beaucoup d'interrogations. Sauf que au bout d'un moment, tu comprends que ces masques qui te montrent tes souvenirs, ils sont pas là par hasard parce que tu découvres l'atelier des statues. C'est un truc sur les Viades qui globalement t'explique que les statues, c'est comme un moyen de sauvegarde. Pourquoi les Nomai avaient-ils besoin d'un moyen de sauvegarde? Et en plus, pourquoi il y a une boucle temporelle? Parce que à ce moment-là, la seule chose que t'as envie de faire, c'est d'arrêter la boucle temporelle. C'est de sauver l'univers en fait. Sauf que tu vas découvrir qu'en fait, s'il y a une boucle temporelle, c'est pour chercher l'œil. Les Nomai étaient tellement obsédés par l'œil qu'ils ont fait en sorte de créer une boucle temporelle de 22 minutes pour tirer des sondes au hasard des millions et des millions de fois pour que ça passe en 1 seconde. Sauf qu'ils avaient besoin que des gens contrôlent le projet Sablière Noire et qu'ils puissent contrôler la boucle temporelle. Mais pour ça, il faut rester dans la boucle temporelle. Alors ces masques qu'on voit en fait, c'est des moyens de sauvegarde. Mais à la base, c'était utilisé pour les Nomai, et pourquoi nous on en a une? En fait, tu découvres que dès qu'une sonde avait trouvé l'œil, toutes les statues de sauvegarde allaient s'activer. C'est pour ça qu'au début du jeu, on l'a vu aspirer nos souvenirs. En fait, la sonde avait trouvé l'œil, et au passage, elle nous a amenés dans la boucle temporelle. Elle nous a fait ressentir la boucle temporelle, elle nous a fait vivre la boucle temporelle. Mais la question aujourd'hui, c'est comment arrêter la boucle temporelle, parce que nous, la seule chose qu'on veut, c'est ça. On veut sauver l'univers, on veut pas aller chercher l'œil, on n'est pas un Nomai. Mais si la sonde a trouvé l'œil, c'est qu'on a les coordonnées de l'œil, donc on peut aller sur l'œil. Sauf que pour alimenter la boucle temporelle, il faut un générateur de distorsion. Un générateur de distorsion, il y a qu'un endroit où on peut en remettre un autre, parce qu'il y en a qu'un dans le système solaire, c'est dans le vaisseau Nomai, où techniquement on pourrait rentrer les coordonnées. Le truc, c'est que si on arrête la boucle temporelle, le soleil explose. Parce qu'en fait, au début,
on nous avait pensé que c'était une sonde qui tirait sur le soleil pour le faire exploser et pour laisser assez d'énergie pour que le soleil revienne 22 minutes en arrière. Mais en fait, non. Le soleil explose naturellement, ça on nous l'avait dit dès le début. Il y a juste à regarder dans le musée, on va en exposer un papier mâché qui nous dit les cycles de vie d'une étoile. Le truc, c'est que si on retire ce générateur et que la boucle s'arrête, les 22 prochaines minutes seront les dernières de l'univers. Mais bon, comme certaines personnes le disent si bien, ma curiosité finira par me tuer, il faut aller voir l'œil. Alors on prend le générateur, on va dans le vaisseau, on va sur l'œil, et... tout est fini. Et là, t'es là, face à toutes les personnes merveilleuses que t'as rencontrées durant ton aventure. Cette scène de fin, elle est hyper émouvante, mais elle m'a fait ressentir quelque chose de très spécial, c'est que j'étais vide. Je ressentais autant toutes les émotions à la fois et autant aucune. Cette sensation que ce jeu m'a procurée était très particulière. Le fait que tout le long du jeu, tu penses que tu dois arrêter la boucle temporelle, que tu dois faire revenir le monde dans un cycle normal, bah c'est pas possible en fait. Le truc c'est que le soleil explose naturellement et que tout le monde va mourir si tu le retires. Et cette scène de fin, elle est juste horrible. J'ai ressenti un vide complet et je saurais même pas comment la décrire. Même si Outer Wilds te fait ressentir plusieurs émotions au fil du jeu, celle qui domine à la fin, c'est la tristesse. On a illustré la tristesse avec 2 gros exemples. Maintenant, il reste plus qu'une émotion, la colère. Pour nous la faire ressentir, on peut faire subir à notre personnage principal de l'injustice, une trahison ou de l'oppression. Pour l'injustice et l'oppression, le personnage principal ne peut pas lutter directement contre ça. C'est-à-dire qu'il va lui falloir du temps pour mettre fin à ça. Et impatients que nous sommes, ça peut nous mettre en colère. Pour la trahison, c'est pas bien compliqué. On nous a présenté un personnage attachant avec des valeurs. Et d'un coup, on brise toutes ces valeurs. On nous montre sa vraie nature. Un montage saccadé avec des teintes rouges et oranges, ça peut aider à accentuer l'émotion. Il y a aussi la musique qui peut aider. Et pour certains jeux, des personnages agaçants, le fait de nous faire perdre le contrôle de notre personnage, de nous coincer quelque part, ça peut vraiment être énervant. La colère, c'est pas vraiment une émotion à prendre au sérieux dans le média, parce que c'est la plus difficile à faire ressentir. Pourquoi ? Parce que quand on est en colère pour nous. C'est très dur d'être en colère pour des personnages fictifs. Je sais pas si ce sera possible de nous faire réellement ressentir de la colère dans un film ou dans un jeu vidéo. Non, je sais pas. Pour vous dire, c'est l'émotion qui m'a demandé le plus de recherche jusqu'ici, alors que c'est celle qui m'a pris le moins de temps à expliquer. Il y a des cas où les studios de cinéma et les éditeurs de jeux vidéo essayent de nous faire ressentir des émotions, mais ils se gourrent complètement. Par exemple, la saga Twilight est réputée pour être une série très nulle, et c'est mérité parce que c'est vraiment trop nul quoi. Pendant l'intégralité de la saga, il y a beaucoup de scènes romantiques. Le problème, c'est que le jeu d'acteur est plutôt... So you're a werewolf. Yeah. On passe du romantisme à la gêne. En fait, Twilight est loin d'être la seule œuvre qui se trompe là-dessus. Et c'est pas que le jeu d'acteur, hein. Faire ressentir une émotion, ça demande de la justesse et une bonne narration. Donc si tu maîtrises pas les deux,
et bah forcément tu te trompes complètement là-dessus. Il y a des films, des jeux vidéo et des séries qui alternent entre certaines ambiances. Le problème c'est que des fois ils le font sans cohérence, donc forcément ça n'a aucun sens, donc tu peux pas ressentir une émotion quand il se passe ça. Il y a des fois aussi où ils ne prennent pas assez leur temps. Par exemple Red Dead Redemption 2 c'est un très bon exemple, ils ont pris leur temps pour nous montrer l'histoire de Arthur Morgan, donc la rédemption est réussie. Mais dans le film Batman v Superman, le combat entre les deux protagonistes s'arrête avec juste Martha. C'est pour ça que ça a été une déception ce film d'ailleurs. C'est pas facile de faire ressentir une émotion à quelqu'un. La plupart du temps dans la vraie vie c'est involontaire. Alors imaginez les studios de films et les éditeurs de jeux vidéo, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Surtout que ça dépend des émotions comme je viens de vous le montrer. Par exemple la tristesse, on peut penser que c'est la plus difficile à faire ressentir, alors que pas tellement, c'est peut-être même la plus facile, mais bon, ça relève pas de mes compétences. Sans toutes ces émotions, on serait beaucoup moins impacté par ces œuvres. Et ça c'est un truc qui est plutôt marrant, parce que la tristesse est considérée comme l'une des émotions les plus faciles à faire ressentir, mais c'est la plus impactante, sans aucun débat. Parce que tout simplement son opposé, la joie, est un sentiment agréable, alors que la tristesse pas du tout. On est plus impacté par les moments douloureux de notre vie. Alors dans ce cas-là, on est plus impacté par les œuvres tristes. C'est pour ça que la tristesse est probablement l'émotion la plus facile à faire ressentir. Il y a énormément d'œuvres cinématographiques ou vidéales qui m'ont marqué, et c'est pour une seule bonne raison, c'est parce qu'elles m'ont fait ressentir une émotion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les films ou les jeux vidéo qui essayent de nous faire ressentir une émotion mais qui se gourrent, ils perdent absolument toute leur saveur. Parce que les émotions c'est quand même ce qui guide nos choix, ce qui dirige nos vies. Sans ça, nos vies seraient comme un énorme trou béant à remplir. Il y aurait pas de plaisir, pas de déception, rien du tout. Juste une ligne droite sans aucune courbe. Les films, les jeux vidéo, les séries, la musique, l'art en général sont le reflet de nos vies. Grâce aux émotions qui nous font ressentir, on se dit qu'on n'est pas les seuls à les ressentir justement. C'est pour ça que l'art c'est la plus belle chose de l'univers, parce que c'est notre réincarnation. Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Et justement, sans émotion, il n'y aurait pas d'art. Les émotions dirigent énormément de choses. Dans cette vidéo, j'ai pas juste essayé de vous expliquer comment sont utilisées les émotions dans les films et dans les jeux vidéo. C'est ce qui nous pousse à faire tout. Réfléchissez 2 secondes, c'est ce qui nous pousse à faire tous nos choix, pensez-y. C'est quand même marrant de se dire que sans toutes ces émotions, il y aurait rien. Est-ce que vous avez vu la série Arcane? Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas du tout expliquer en détail, donc vous n'allez rien comprendre, mais c'est un exemple facultatif à citer. Lorsque Jace pénètre dans la mauvaise dimension, il découvre un monde perdu avec des créatures sans aucune âme. À l'épisode suivant, on comprend les réelles motivations de son assistant Victor. Unifier les consciences de tout le monde pour en former qu'une seule. Supprimer absolument toutes les erreurs. Éradiquer toutes les imperfections. Et au dernier épisode, c'est Jace qui va dire There is beauty in imperfections. Les imperfections que Victor voulait éradiquer, c'était les émotions. Parce que parfois les émotions peuvent nous ralentir dans nos projets, mais ce qu'elles font surtout, c'est nous pousser à choisir. Le choix, c'est pas quelque chose d'anodin. Que ce soit dans l'art ou dans la vraie vie, les émotions sont l'essence même du fonctionnement des êtres humains. La matrice universelle qui peut pas être contournée. Parce que sans émotion, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choix, et plus de choix veut dire plus de liberté. Plus de liberté veut dire suivre schématiquement des ordres. Personne ne veut être esclave de soi-même.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle a été vraiment très dure pour moi à faire. Le montage, les rushs, tout, l'écriture aussi, c'était vraiment difficile, j'ai eu beaucoup de mal. Mais franchement, j'ai eu du mal à le faire, mais j'ai kiffé la faire, Le résultat est un peu brouillon, hein. C'est vraiment du gros listing, il y a pas vraiment de conclusion, c'est juste je vous partage un truc que j'ai trouvé sympa. Après, je sais pas si ça plaira à tout le monde. C'est possible que non. C'est pas la même formule que mes 2 dernières vidéos. Ça ressemble quand même un peu à celle sur les musiques. Et je sais pas, on verra bien. Primus, qui a justement parlé d'Outer Wilds, va faire une vidéo d'une 20aine de minutes sur le sujet. Sauf que là, ce sera beaucoup plus précis, beaucoup mieux fait. La narration sera mieux, le montage sera mieux, etc. Quand il va la sortir, je vais faire une react. Parce que ça peut être très sympa, voilà, je critiquerai. Normalement on sera en Vogue Discord, donc il sera là quand je ferai la react, mais c'est pas sûr. Peut-être que je vais le faire sans lui, on verra. J'aimerais bien faire une FAQ aussi pendant la react. Alors c'est bizarre parce que j'ai 105 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc si je demande sur YouTube, personne ne répondra, mais j'ai quand même 1500 abonnés sur TikTok parce que j'ai fait un sacré buzz avec la vidéo sur GTA 5. Donc en vrai, je pense que si je demande dans un petit TikTok dédié, je pense que je pourrais avoir quelques questions, franchement une dizaine de questions déjà, ça serait très bien. Sauf que je répondrai vraiment précisément, pas en 2 secondes, en plusieurs minutes, histoire que j'explique vraiment. Franchement, ça peut être très sympa. Bah voilà, c'était les petites infos. N'hésitez pas à aller voir la chaîne donc de Primus. Il a rien sorti pour l'instant, mais je vous conseille de vous abonner, comme ça vous serez fin prêt quand il sortira sa vidéo sur Outer Wilds. Il va peut-être sortir un petit short avant, hein. Merci à Gamuran qui est quand même qui est tout le temps, je vais pas dire partenaire, mais qui collabore tout le temps avec moi à chaque vidéo, parce qu'il s'occupe de mes miniatures. Enfin, on va pas dire qu'il les fait, mais en gros il m'aide à les faire et il est vraiment super sympa parce qu'il le fait gratuitement. Donc voilà, c'est très cool. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'il fait des super vidéos aussi. Bah voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu évidemment, hein. Laissez un commentaire au cas où j'aurais pas dit un truc vrai, ou alors j'aurais pas assez élaboré une partie, je sais pas. Ou alors juste pour dire votre avis sur la vidéo. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Ciao.